Et si Et si on pouvait soigner son anxiété juste avec ces ondes cérébrales? C'est une promesse assez folle, non? Eh bien, c'est justement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, un sujet vraiment à la frontière entre la psychologie, la spiritualité et même les neurosciences. La question est simple, mais elle est énorme. Est-ce qu'on peut vraiment, consciemment, se mettre dans un certain état mental, celui des ondes θ, pour soulager des choses aussi lourdes que l'anxiété ou le stress? C'est une affirmation qui interpelle, c'est clair. Alors pour y voir plus clair, on ne va pas partir dans tous les sens, on va se baser sur une source bien précise. Et cette source, la voici, c'est un mémoire de psychologie français qui date de 2022. L'intérêt, c'est que ça nous donne un cadre académique, quelque chose de sérieux pour aborder le sujet, loin des on dit. Alors, avant toute chose, mettons-nous d'accord sur les termes, de quoi on parle exactement. Ok, première étape, l'esprit sous pression. Parce que oui, avant de chercher une solution, il faut déjà bien définir le problème. C'est quoi, ou juste, l'anxiété et le stress dans le contexte de cette étude? Alors, pour l'anxiété, l'étude s'appuie sur le DSM-5, la grande référence en psychiatrie. Et pour faire simple, l'anxiété, ce n'est pas la peur du danger qui est là, juste devant soi, non. C'est l'anticipation d'une menace future. C'est cette tension permanente, cette espèce de comportement d'évitement qui finit par user. Et pour le stress, c'est un peu différent. L'étude reprend la définition d'un certain Hans Selye. Il décrit ça en 3 phases. C'est comme une histoire en 3 actes. D'abord, l'alarme, le corps réagit, c'est le coup de boost. Ensuite, la résistance, on tient, on s'adapte à la pression. Et enfin, si ça dure trop longtemps, c'est l'épuisement. Là, le corps n'en peut plus. Bon, maintenant qu'on a défini le problème, passons à la solution proposée. Qu'est-ce que c'est que ce fameux Theta Healing? Alors, pour la petite histoire, le Theta Healing, c'est assez récent. Ça a émergé aux États-Unis au milieu des années 90. Tout est parti de l'histoire de sa fondatrice, Vianna Stibal, qui raconte s'être guérie quasi instantanément d'un cancer. C'est cet événement qui a tout lancé. Et aujourd'hui, c'est devenu un phénomène mondial, avec des praticiens dans plus de 150 pays. Et ce nom Theta Healing, il vient de quoi? Des ondes θ. Ce sont des ondes cérébrales très lentes, celles que notre cerveau produit juste avant de s'endormir ou quand on est en méditation très très profonde. L'idée de base du Theta Healing, c'est que cet état, c'est un peu comme une clé qui ouvre la porte du subconscient. Ok, mais concrètement, comment ça se passe une séance? Le mémoire décrit un processus en 5 étapes. Premièrement, le praticien guide la personne pour l'amener dans cet état θ. Ensuite, il y a une discussion, une sorte de creusage pour aller chercher la racine du problème. Et là, on parle de croyances profondes qui peuvent être au niveau fondamental, génétique, historique ou même de l'âme. Une fois la croyance identifiée et avec l'accord de la personne, le praticien va commander un changement. Et enfin, pour valider que le changement a bien eu lieu, il y a un test musculaire. C'est tout un protocole. Voilà pour la théorie. Et c'est là qu'on retourne à notre étude. Comment est-ce que ce mémoire de psychologie a bien pu évaluer une pratique pareille? Alors, petit point méthodologie, mais c'est super important. Cette étude, c'est une étude qu'on appelle exploratoire et qualitative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son but, ce n'est pas de prouver de manière scientifique et irréfutable si ça marche ou pas. Non, le but, c'est plutôt de comprendre ce que les gens qui l'ont essayé ont ressenti, comment ils l'ont vécu. L'étude s'est donc déroulée au Maroc, avec 78 volontaires. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le lot, il y avait de tout. Des gens qui connaissaient déjà la méthode et d'autres qui n'en avaient jamais entendu parler. C'est pas mal pour comparer les points de vue. Bon, assez de suspense. Qu'est-ce que ces données nous ont révélé? On plonge dans les résultats. Premier enseignement, pourquoi les gens consultent? Eh bien regardez, la première raison, sans surprise, c'est l'anxiété et le stress. Mais juste derrière, on a le développement personnel. Et ça c'est intéressant, ça montre que les gens ne viennent pas seulement pour régler un problème, mais aussi pour évoluer, pour aller mieux de manière générale. Et maintenant, la question qui tue. Est-ce que ça a marché selon eux? Là, les chiffres sont assez parlants. Une très grande majorité des participants ont senti des résultats positifs, ou au moins quelques résultats positifs. Il y en a très peu pour qui ça n'a rien changé, et quasiment personne n'a eu d'effet négatif. C'est quand même un score assez net. Alors là, attention, on touche à un point super intéressant de l'étude. Il y a une corrélation, un lien, qui est très très fort. Les personnes qui se définissent comme spirituelles sont beaucoup plus ouvertes à l'idée d'essayer le Theta Healing. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nos croyances de départ jouent un rôle énorme dans notre ouverture à ce genre de méthode. Et ce graphique-là, il est aussi très parlant. On a demandé aux participants qui avaient essayé plusieurs types de thérapies de donner une note. Et regardez, en moyenne, c'est le Theta Healing qui obtient la meilleure note de satisfaction, mieux que la TCC ou la psychanalyse.
Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est cliniquement plus efficace, pas du tout. On parle bien de la perception, du ressenti des gens. Mais ce ressenti, c'est quand même un résultat fort de l'étude. Ok, on a vu les données, mais maintenant il faut les interpréter. Comment est-ce que la psychologie et la spiritualité se rencontrent ici? Qu'est-ce que le mémoire conclut de tout ça? Alors voilà la conclusion principale, tirée directement du résumé du mémoire. Il est dit que pour le groupe qui souffrait d'anxiété et de stress, le Theta semble avoir prouvé son efficacité en diminuant leurs symptômes. Le mot important ici, c'est semble. Ce n'est pas une affirmation définitive, c'est une conclusion prudente qui correspond bien à une étude exploratoire. Et c'est là qu'il faut faire une distinction hyper importante. D'un côté, on a ce que dit l'étude, de manière mesurée et prudente, il y a une diminution des symptômes pour les participants. Point. De l'autre côté, on a ce qu'on entend souvent de la part des praticiens, guérir l'âme, harmoniser les chakras, modifier l'ADN. L'étude, elle, ne se prononce absolument pas là-dessus. Elle reste sur le ressenti des symptômes. Ce qui nous amène à la grande question finale. Dans tout ça, où est la limite entre le pouvoir de la croyance, le fameux effet placebo, et un vrai véritable effet thérapeutique? Qu'est-ce qui relève de quoi? Évidemment, cette étude ne donne pas la réponse, mais elle a le mérite de nous faire réfléchir à cette frontière qui est franchement fascinante entre notre esprit, nos convictions profondes et notre bien-être.